Le Togo pleure son indépendance. Je vous l'ai dit, le Togo fête son indépendance. 61 ans d'indépendance avec des hôpitaux qui sont devenus aujourd'hui des mouroirs, des hôpitaux qui manquent de tout, des infrastructures routières qui sont dans un état piteux, des populations qui peinent à trouver un repas par jour. Et parlant justement des populations, nous allons nous transporter aujourd'hui à Kpémé, où la situation est plus que lamentable avec l'extraction de phosphates qui gâte les activités économiques dans cette région, dans cette partie du Togo. Nous allons aller au Tchad pour parler de la situation dans ce pays avec l'enterrement ou la mort, le décès de Idriss Déby Itno la semaine dernière. Et nous allons enchaîner et finir avec le Bénin, avec la situation où la rupture avec Patrice Talon est devenu un règne qui ne dit pas son nom. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous vous trouvez maintenant. Dans ce numéro de l'autre journal numéro 69, nous avons deux invités. À ma gauche, nous avons celui que vous connaissez très bien. Il est de retour depuis la dernière fois, la dernière émission. Ferdinand Ité, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue dans cette émission. Merci. Je rappelle que vous êtes le patron du journal L'Alternative. À ma droite, il s'appelle Mas Kamel Sanvi. Bonjour. Bonjour Mas. Ça fait plaisir de revenir. La dernière fois, ça fait déjà quelques mois quand même. Voilà. Je rappelle à nos internautes que vous n'êtes pas un inconnu de cette émission. Vous y êtes déjà passé une fois. Oui. Voilà. Un plaisir. Vous êtes le patron du journal, ou bien c'est un journal en ligne, oui. Afrique Stratégie, qui est basé en France. Oui, c'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, comme toutes les fois. Voilà, je reste avec toi, Max. Le Togo fête son indépendance. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette commémoration? C'est vrai quand même que quand on jette un coup d'œil sur ce qui a été fait jusque-là, on a l'impression que c'est 61 ans de gâchis, quoi. Même en comparaison avec les voisins, le Togo pris seul, on peut dire qu'il n'y a pas de référence de comparaison, mais même en comparaison avec les voisins, les pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Ghana, le Bénin, c'est extrêmement inquiétant la situation du Togo. Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction par rapport aux hôpitaux, c'est quand même impressionnant. Ça fait 8 ou 9 ans qu'on répète chaque fois qu'il n'y a pas de scanner dans un seul hôpital public. Et curieusement, alors qu'un scanner, ça coûte 2 milliards, curieusement, jusque-là, il suffit seulement de serrer un peu les ceintures à Foyansime et ses proches et de se priver de quelques bouteilles de champagne. Et on a le scanner, quoi, ne serait-ce que pour un seul hôpital, pour démentir cette insistante, je ne vais pas dire rumeur, mais cet insistant comme ça, on a l'impression qu'on s'en fout. Et c'est vrai que la Covid est bienvenue. On a vu un peu pendant la Covid, il y a eu beaucoup de panique au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup de personnes qui ont des comorbidités et des antécédents au sein du gouvernement. Donc il y a eu beaucoup de peur. Le chef d'État a dû mettre une forte surveillance autour de ses ministres. Il a interdit plein d'activités pour se protéger. Mais c'est honteux qu'on ne prenne conscience que face à une situation comme ça, face à une pandémie inattendue, et quand vous parlez tout à l'heure des infrastructures routières, oui, depuis quelques années, il y a un effort qui est fait, il faut le remarquer. Autour de Lomé notamment, il y a de nouvelles routes qui sont faites, il y a la route de Palimé qui est une impressionnante route qui est en train d'être faite, mais vous allez constater que chaque fois qu'il y a une route qui est faite, c'est qu'il y a des gens qui marchent derrière. C'est-à-dire que les gens ne font pas les routes parce qu'ils pensent à vos voitures ou à vos motos ou au déplacement des populations. Ils font les routes parce que les pots de vin sont énormes. Et les pots de vin, on en mange partout. Dans les réseaux familiaux du chef de l'État, lui-même, ses ministres. On est dans c'est un marché d'immense corruption à ciel ouvert. Et donc les gens ne se battent pas pour le Togo. Ils vont continuer à construire les routes. Et
effet de surendettement. On est déjà à peu près à 83-85% de notre PIB en dette, ce qui est écœurant pour le Togo et qui est l'un des pays les plus endettés de l'espace UEMOA. Et donc on va continuer à s'endetter, non pas pour faire les infrastructures sanitaires, non pas pour construire de nouvelles universités, mais pour mettre dans les routes, parce que dans les routes, le réseau de corruption est bien installé, assez confortable. Et la méthode de BOMAF, on la connaît très bien, elle s'est installée, elle réengraisse des gens qui favorisent des marchés gré à gré ou des contorsions de corruption. Et je crois que c'est pour ça seulement que sur les infrastructures routières, il y a 2 ou 3 choses qui sont en train d'être faites. Sinon, globalement, on est dans un pays assez inquiétant avec même ce qui m'inquiète le plus, c'est l'éducation nationale. On a des universités vieillottes, de temps à autre, le président de l'université peut badigeonner un peu à l'externe, quoi. Mais ça ne badigeonne ni les amphis, ni les cerveaux. Et donc, on a gardé un retard pathétique sur les questions d'ajustement de programme. On est resté avec la vétusté des infrastructures, notamment du laboratoire. Moi, j'ai fait un tour il n'y a pas longtemps au laboratoire, et c'est le seul laboratoire vivant qui existe à l'université de Lomé. C'est piteux. Et à côté de ça, il y a une communication incessante et cassante qui persiste comme si tout est en train d'être révolutionné, d'être modernisé. Et franchement, c'est inquiétant. Après 60 ans, on est peut-être au point de départ, ou à peu près. Merci beaucoup, Max. Et Ferdinand, 61 ans d'indépendance, qu'est-ce que ça peut dire? D'abord, il faut saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour que ce pays puisse accéder à ce que nous appelons indépendance, parce que c'est une indépendance entre griffes. On n'est pas réellement indépendant, c'est le second combat qu'il faut mener aujourd'hui. Ils sont nombreux, hein, les connus comme les anonymes, mais avec en toile de fond les têtes les plus connues, Sylvanus Olympio, Pade Souza et tous leurs frères et compagnons de lutte. Ces gens-là qui n'ont même pas eu le droit d'être enterrés sur le sol, sur le sol où ils se sont battus pour l'indépendance. Ça veut dire d'abord que nous n'avons pas de mémoire. On n'a pas de mémoire, nous n'avons pas d'histoire. On n'a pas de mémoire. Si vous me demandez aujourd'hui, ici au Togo, il y a un cimetière pour les grands hommes. Les grands hommes, quand je dis les grands hommes, c'est de toute catégorie. Il n'y en a pas. La dernière fois qu'on a enterré Ronlis, on a vu qu'on l'a enterré dans une caserne réservée aux grands hommes. Et on a vu comment son enterrement s'est déroulé. Au Togo, qu'on soit un grand artiste, on soit un grand écrivain, on soit, je ne sais pas, un grand journaliste, un grand officier, je ne sais pas quoi, des gens, un enseignant connu, des gens qui ont rendu des services à la nation. On les enterre dans la brousse comme on enterre tout le monde. Personne ne retrouve d'ailleurs leurs traces. Et ça veut dire même que le pays n'a pas de mémoire. Il n'y a pas de... Regardez, quelqu'un comme Jimmy Hope, un grand artiste de son nom, on l'a enterré comme ça, Bekouta, parmi d'autres comme ça. Si vous allez peut-être aujourd'hui, il faut se balader pour savoir où est-ce que sa tombe se trouve. Mais quand vous allez dans les autres pays, on voit bien qu'il y a des dispositions, on sait où est-ce qu'on enterre X, on sait où est-ce qu'on enterre Y, vous voyez. Et donc, déjà, on n'a pas de mémoire, donc le père de l'indépendance est enterré hors du territoire sur lequel il s'est énormément battu pour qu'on ait de l'indépendance. Ensuite, il avait un projet, un rêve pour ce pays. Malheureusement, il a été très vite assassiné par la France-Afrique. Et depuis, nous sommes rentrés dans une longue période d'obscurité et nous avons de la peine à voir la lumière jusqu'à ce jour. Alors, si vous faites le bilan de tout ça, Mars venait de le dire, et moi je vais encore beaucoup plus loin. On est venu même à la situation, on est retourné à la situation avant même les indépendances. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait le bilan de tout ça, nous ne sommes plus propriétaires de rien dans ce pays, à part peut-être les cimetières. Toutes nos ressources sont dans les mains des étrangers. Nos mines, nos marchés publics, le grand marché, les phosphates, le clinker, je ne sais pas, l'or, tout est dans les mains des étrangers. C'est les étrangers qui dictent leurs lois dans ce pays, qui ont pris possession de toutes nos richesses. Les Togolais sont réduits à des esclaves dans leur propre pays. Et le peu qu'il nous reste, ce sont les terres qu'on est en train de brader aujourd'hui à des Chinois et à des étrangers, à part la mafia locale, c'est-à-dire les barons qui ont accumulé tellement d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, qui ont acheté 200 hectares, 500 hectares, 1000 hectares dans les villages. Les autres prédateurs fonciers aujourd'hui, ce sont les étrangers, les Chinois, les Libanais et même des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui prennent des terres ici et qui font la loi chez nous. Donc nous ne sommes plus propriétaires de rien dans ce pays. Ça veut dire que cette indépendance-là est totalement spoliée.
nous n'avons plus rien sur ce territoire, vous voyez. Maintenant, sur le plan des infrastructures, il y a pratiquement grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Marx venait de le dire, il faut comparer le Togo au pays voisin. Dans les années 83-84, les Burkinabés venaient à l'université ici, les Béninois venaient ici, mais aujourd'hui, le Burkina a au moins 2 ou 3 ou 4 universités de renom, et comment ça s'appelle, Kaboré qui vient de faire 5 ans, en a construit une grande université pendant son mandat. Je pense qu'ils ont nommé l'université Thomas Sankara ou quelque chose comme ça, bien aménagée. Et le Togo, depuis 1960, peine à finir la construction d'une seule université qui est dans la capitale. C'est-à-dire que vous allez dans la brousse là-bas, chaque jour, on coupe 2 arbres, on vous dit, bon, on est en train de faire une route, on est en train de construire, c'est pas des amphis qui ne finissent jamais, on est en train de construire quelques petits bâtiments. Vous ne voyez réellement pas ce qu'ils sont en train de faire. Et puis avec un planning bizarre, c'est-à-dire que le terrain là, c'est grand, on vient, il n'y a pas de planification, il n'y a pas un plan architectural. Il n'y a pas un plan architectural de l'université. On décide demain, on dit l'espace là, on coupe, on construit ce bâtiment. Demain, on construit un autre bâtiment. Donc tout est mélangé, c'est un désordre inimaginable. Et donc, depuis 61 après les indépendances, on n'a pas une université entièrement construite. Comme on peut dire aujourd'hui, la construction est finie. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est des renforcements des éléments et tout. On n'a pas ça. Bon, on allait créer une autre université à Kara qui est entre 2 sites. C'est-à-dire qu'on a squatté l'ancienne école, je ne sais pas, c'est les instituteurs. Donc on a pris une partie pour faire l'université et on a créé quelques bâtiments dans la brousse à pierre. Et donc l'université est entre, je ne sais pas, voilà, il n'y a rien. Maintenant, quand vous prenez les hôpitaux, c'est la catastrophe. La catastrophe parce que vous ne pouvez pas aller vous soigner convenablement aujourd'hui dans un hôpital. On venait de le dire, l'arrivée de la Covid a mis en exergue l'état catastrophique de nos structures sanitaires. Aujourd'hui, il y a carrément des départements qu'on ferme dans les CHU parce que dès que le personnel a été contaminé, il n'y a plus personne de travail. On met les gens à la maison, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de laboratoire, il faut opérer les gens parce que tous les chirurgiens opèrent au CHU Campus, non, au CHU Tocoin dans 2 laboratoires seulement. Quand les laboratoires sont remplis, il faut programmer les gens. Les gens attendent 2 mois, 3 mois pour se faire opérer. Si vous mourrez, tant mieux. Conséquence, certains médecins sont obligés de référer leurs clients dans les cliniques privées pour pouvoir les opérer rapidement. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pratiquement rien, vous voyez. Quand vous prenez les infrastructures routières, c'est vrai que chaque 5 ans, on fait une route qu'on inaugure à la veille d'une campagne électorale pour bluffer les gens et prendre un nouveau mandat. Il n'y a pratiquement pas quelque chose d'important qui se fait en fait. Et donc quand vous faites un petit tour, le Togo est quand même un pays très petit et qui s'étire un peu en longueur. Et on a été incapable pendant 61 ans de faire une autoroute de Lomé à Saint-Cassé. De Lomé seulement à Saint-Cassé, ça fait 600 km. On n'a pas été capable de faire une autoroute. Imaginons que nous faisions 10 km chaque 1 an. En 61 ans, bon, on aurait un peu avancé. Si on a fini. Oui, on a fini, quelque part fini. Depuis 1960, on n'a pas fait une autoroute Lomé-Saint-Cassé, même pas Lomé-Dievier. Il n'y en a même pas, Lomé-Dievier, il n'y en a pas. Il n'y a pas de route. Vous voyez. Et quand vous prenez la nationale numéro 1 pour aller jusqu'à Dapaon, un peu de goudron, un peu de trou, un peu de goudron, un peu de trou, et voilà le pays. Et quand vous prenez nos villes à l'intérieur du pays, le seul goudron qui passe, c'est la nationale numéro 1. C'est la seule route goudronnée qui passe dans certaines villes, c'est la nationale qui passe dans la ville. Tous les à côté de la ville, c'est la poussière totale, vous voyez. Maintenant, vous prenez les chemins de fer, qui sont, pour ceux qui viennent de l'extérieur, les marques, tout ça, ou même dans nos pays voisins aujourd'hui, toute l'économie, la logistique de transport aujourd'hui, c'est sur les chemins de fer parce que c'est les chemins de fer qui supportent les poids les plus lourds. Les poids les plus lourds. C'est moins cher aussi. C'est moins cher, vous voyez. Ce que les Allemands ont abandonné, nous n'avons même pas été capables de les entretenir. On a abandonné tous les chemins de fer. La dernière fois, je pense que c'est à la veille des élections, mais en 2015, que Bolloré est venu ici avec un train bizarre qu'ils vont construire les chemins de fer. Ils ont démarré là, ils ont démarré le train. Le copé là. Arrivé à Balapédo, le train s'est arrêté, il faudrait sortir rapidement du train. Ça a décalé, le train n'a pas pu continuer. Et ils ont dit, ils vont construire des rails. On n'a même pas vu le début de la construction. Pendant ce temps, on apprend que le Ghana et le Burkina Faso sont en train de s'entendre pour faire des rails, Tema, Ouagadougou, pour pouvoir desservir le Burkina. Ça veut dire quoi? Qu'à la longue, comme nous sommes en train de dormir et comme nous aimons chanter dormir,
le port de Lomé va perdre en prestige parce que les gens vont préférer faire passer leurs marchandises par là que sur des routes qui ne sont pas qui ne sont pas adaptées, qui provoquent des accidents, tout ça. Donc voilà, de manière ramassée, notre bilan, le Togo. Il y a d'autres choses qu'on peut dire, la jeunesse qui est totalement perdue, il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus rien. Nous n'avons même plus de fierté d'être des Togolais, on n'a pas d'identité. Vous savez, les premiers gouvernements de l'indépendance, vous voyez Sylvanus, qui s'habillait en tenue traditionnelle, il avait son quintet là, tous les ministres qui sont du milieu MPV avaient leur quintet, les gens qui venaient du Nord avaient leur batakali, et c'était la tenue au Conseil des ministres dans les grandes réunions, et les Ghanéens ont préservé ça. Mais quand vous voyez, les Burkinabés ont préservé ça avec le façon d'Anfani aujourd'hui. Mais quand vous venez au Togo, le régime qui a suivi, c'est les histoires de cravates. Même quand il fait chaud, là, on est dedans, avec les contre-balles et tout ça. Parce que c'est avec ça qu'on peut porter les contre-balles. Si tu portes quelqu'un là, tu portes contre-balles, tout le monde saura que tu as mis quelque chose sous ton habit. Et donc, on a même perdu notre identité. Je ne sais pas si vous comprenez, on a même perdu notre identité. Et donc, c'est un désastre, c'est une longue obscurité qui s'est installée sur ce pays. Et nous continuons d'espérer que la lumière va arriver. Mais ça prend énormément du temps. 61 ans dans la vie des gens, ce n'est pas 30 ans. C'est une vie. C'est une vie. Et en voyant l'état de notre pays aujourd'hui, on a presque envie de pleurer. Regardez Lomé, il n'y a pas de rues secondaires qui sont goudronnées, il n'y a rien. Quand il pleut pour rentrer chez vous, c'est la croix et la bannière. Eux-mêmes, là, ils circulent dans les ordures, la boue, ils rentrent à la maison, bon, parce qu'ils ont des gardiens, on met l'eau, on lave les pneus, demain, ils reprennent, ils sont contents. Non, regardez, même en termes de bâtiments administratifs, on a encore presque tous les ministères qui sont dans les bâtiments officiels. Et ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Le ministère des Affaires étrangères dans un bâtiment de la colonisation, les ministères, la plupart des ministères là qui sont encore au CASEF, dans la zone là, la moitié, sont dans ces bâtiments. Et donc, par rapport aux ressources dont nous disposons, aux ressources de ce pays, je pense qu'il y avait des raisons de faire mieux que ce qu'on a maintenant. On n'a pratiquement pas fait grand-chose. On a plutôt utilisé l'argent pour huiler les réseaux, pour soutenir le régime et tenir le fauteuil présidentiel. Cet argent aurait pu servir à construire des écoles, des universités, à faire des routes, à construire de grands hôtels, à créer de l'emploi pour les jeunes, mais on n'a pas vraiment bougé. Et c'est ça qui est dommage. Merci beaucoup, Ferdinand. Nous allons encore une question pour cette histoire de l'indépendance du Togo. Ferdinand l'a relevé tout à l'heure. On a l'impression d'être retourné à l'époque pré-indépendance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez sur le plan politique, les libertés d'activité au niveau des partis politiques ils n'existent pratiquement pas. Par exemple, aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition n'ont plus droit à des manifestations. Même une simple conférence de presse, c'est un problème. Par exemple, ce que nous avons vécu ce week-end, Max, aujourd'hui, sur le plan politique, comment peut-on parler de cette indépendance du Togo? Non, vous le dites, et c'est écœurant. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu quelques acquis, entre-temps, notamment au niveau des libertés fondamentales, des libertés de presse, et même des libertés associatives et donc politiques, pour les partis politiques qui ont été évidents il y a quelques années. Et on sent que depuis 5 ans, 6 ans, il y a un rétrécissement de toutes ces libertés avec le ministre de l'administration qui, seul, à tout moment, prend des communiqués qui rétrécissent hors de tout cadre législatif les libertés, comme il l'entend. Et la Covid l'a sans doute aidé, parce que comme il manquait tout le temps d'arguments et allait dans tous les sens, la Covid lui permet d'avoir un référent permanent qu'il cite pour pouvoir rétrécir les libertés. C'est inquiétant. Moi, je crains que ça ne s'aggrave d'ailleurs parce qu'il y a une sorte de rabaissement des libertés dans la sous-région. Et comme le Togo était un mauvais élève, ça le console un peu de voir que, bon, à côté, on disait que le Bénin était un exemple, et là, c'est de moins en moins un exemple, et ça peut être consolateur pour le système togolais, et ça permet aussi aux Occidentaux de fermer un peu les yeux sur tout ce qui se passe. Et donc, pour les libertés, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Et ce qui est en train d'arriver, et qui va continuer, ça va être le rétrécissement de la liberté de la presse. Parce que l'opposition est en débandade. Agbéome Kodjo, qui était deuxième lors des élections et qui réclame toujours sa victoire, est en exil. Jean-Pierre Fabre gère les querelles internes et revient sans cesse sur des attaques au lieu de reconstruire à l'interne une opposition sérieuse. Tiki est en débandade, on ne sait pas là où il est. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas d'opposition. Et les seuls qui haussent la voix, c'est les médias, c'est la société civile. Et il y a un déchaînement au niveau de la RAC pour
museler les médias. On l'a vu avec Alternative, mais qui a encore 3 ou 6 semaines de vacances, et donc de vacances imposées. Et quand on suspend un journal pendant 4 mois, c'est le tiers de l'année. Et on suspend une entreprise qui emploie 10 personnes, qui emploie 15, 20 personnes pendant 4 mois, c'est au minimum une inconscience. Alors qu'à côté, l'État ne fait rien pour promouvoir de l'emploi. Il est même dans une politique, on va dire, un peu contre-productive, parce qu'on avait une agence nationale de promotion de l'emploi. Après, ils ont créé un haut conseil qui se substitue un peu à l'agence, et on crée des conflits inutiles parce qu'on veut nourrir tout le monde, on veut permettre à des gens d'avoir du boulot. Et la question que moi je me pose même, c'est est-ce que ça vaut la peine d'avoir eu cette indépendance? Sylvain Solé-Pio s'est battu avec honnêteté et sincérité. Il est dans un tombe temporaire au Bénin voisin, et on sent une obsession au niveau du système clanique, il ne faut pas le perdre de vue, à effacer l'histoire et à la réécrire comme bon lui semble pour laisser les traces qui lui conviennent. Parce qu'il y a le chasseur, il raconte la guerre, la chasse, comme on le dit souvent, en se présentant comme un héros, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce que nos indépendances était utile? Est-ce que je me pose la question sincèrement aujourd'hui en me disant, mais est-ce que ce n'était pas mieux pour nous, que ce soit le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, tout ça, mais surtout pour le Togo, mais aussi pour les autres pays, d'être sous le joug de la France? Ça aurait été mieux d'être un territoire français plutôt que ce que nous sommes devenus, parce qu'au moins on avait affaire avec des gens qui étaient relativement civilisés, qui avaient créé des valeurs qu'on partageait de liberté, sur lesquelles on pouvait les attaquer. Et maintenant on a nos frères qui sont 10 fois pires ou 1000 fois pires que le colon, et le colon se dit, mais vous êtes entre vous, vous avez demandé l'indépendance, et on nous remet entre les mains de gens à peine instruits et totalement obsédés par l'enrichissement personnel, et on va tout droit au mur. Ce n'est pas possible qu'on s'en remette à cette allure, sauf à changer d'équipe, et on n'y est pas du tout à l'allure où font les choses. Merci beaucoup, Ferdinand. Les gens s'amusent. Il a dit que c'est la France qui fête son indépendance au Togo ce 27 avril. Oui, quelque part, les gens ont peut-être raison. On n'est pas véritablement libre. Quand on voit même aujourd'hui, peut-être qu'on va en parler dans le cas du Tchad, comment la France intervient dans nos affaires, s'introduit dans nos systèmes. Moi, je dis toujours qu'il y a un combat qu'il faut mener, mais un combat qui doit être mené autour d'une vision, parce qu'il y a trop d'agitateurs qui balancent des concepts, qui font des trucs, mais à la fin on voit que bon, c'est des choses qui sont assez creuses. Vous voyez, panafricanisme, ceci, cela. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en Afrique, travailler pour sortir du joug de ces prédateurs. Ils ne sont pas que des Français, il y a un peu de tout, hein. Beaucoup de gens ne savent pas la position stratégique que le Togo représente en Afrique de l'Ouest. On a tendance à dire le Togo, on ne s'y intéresse pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de richesse. Les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi. Le Togo est plus riche que le Bénin. Le Togo est plus riche que le Bénin, c'est sur ce petit territoire que toutes les richesses sont concentrées. C'est comme Dieu a créé ce territoire-là. Bon, quand on enlève un peu le Togo britannique, là, si on rajoute le Togo britannique, c'est encore plus grave, parce qu'il y a beaucoup de richesses qui sont restées là. Mais sur ce petit bout de territoire, vous avez tous les minéraux qui se retrouvent ici. Phosphate, clinker, uranium. Vous savez que là où il y a le phosphate, il y a forcément l'uranium. Hein. C'est une stratification des minéraux. Il y a du diamant, il y a... allez voir, oui, il y a le marbre de haute qualité. Oui, allez demander juste au ministère de la géologie, des mines, pour qu'on vous sorte la carte géologique du Togo, pour que vous voyez toutes les richesses qui sont concentrées sur ce territoire. Et puis en plus, maintenant, on a un port à l'eau profonde, qui est une ouverture dans toute la région. On a une position transversale qui permet de desservir les autres pays, parce que, bon, vous savez que dans ce pays, chaque semaine, il y a un avion d'Éthiopien qui atterrit, cargo, dans ce pays, rempli de portables. Téléphone portable, c'est par le Togo qu'on organise le ravitaillement de tous les téléphones portables de toute la sous-région. Les gens ne savent pas ça. Chaque semaine, un avion rempli. Et donc, les portables de toutes les marques, c'est pour ça que vous voyez là, toutes les marques là qui ont des maisons, Itel, tout. On reconditionne tous ces téléphones ici et on les renvoie dans la sous-région. Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina, Bénin, même le Nigeria. Parce que le Togo a une législation au niveau du fisc qui permet de faire cette activité-là. C'est une législation favorable. Donc il y a tellement d'argent qui circule dans ce pays. Les banques sont concentrées ici. Toutes les banques en Afrique de l'Ouest sont concentrées ici. Les gens viennent faire leur business ici. On vient recycler l'argent sale dans le système bancaire ici. Et donc, un
pays comme ça ne devait pas être dans cet état aussi piteux et calamiteux. Et donc, ça passe par la prise de conscience des citoyens, des élites. Par exemple, nous sommes à la veille des indépendances. Est-ce que vous voyez des intellectuels, si on peut les appeler comme ça, des gens de ce niveau, poser un véritable débat sur la question togolaise, d'où on vient, où est-ce qu'on va, qui contrôle nos richesses? Est-ce qu'il y a des productions intellectuelles sur le pays? Il n'y en a pas. Ça veut dire que même sur le plan de la réflexion, nous sommes complètement morts. Maintenant, l'élite politique, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes à la veille de l'indépendance, chacun fait son discours. Même ceux qui disent qu'ils sont tous des opposants, ils ne s'entendent pas, par exemple, pour faire une conférence, pour dire nous voulons débattre. Au-delà de nos querelles, on se met ensemble pour faire une activité, pour montrer que nous sommes unis, parce que le pays est cassé. Il y a le pouvoir qui est là, il y a l'opposition qui veut conquérir le pouvoir, mais ceux qui ont la même vision de conquête du pouvoir, ils peuvent s'entendre pour les indépendances, mener une activité assez, je sais pas, assez profitable, qui aurait un impact vis-à-vis des populations. Le pouvoir, lui, fait le service minimum. Ils font une prise d'armes, et ils vont faire un discours à l'Assemblée nationale, un discours à la nation. Et puis après, c'est annulé d'ailleurs. C'est annulé? Oui. Ouais, voilà. Après, ils vont faire un défilé. Je ne sais pas s'ils vont annuler, mais ils étaient en train de faire les entraînements. Bon, ça permet de recycler un peu les engins militaires et tout ça, des rangers, c'est à taper le sol et tout. Bon, montrer qu'on est fier. Et ça, c'est un service minimum. Maintenant, est-ce qu'il y a un débat de fond dans le pays? Où est-ce qu'on est en train d'aller? D'où on vient? Où sont parties nos richesses? Pourquoi nous avons perdu la main sur nos richesses? Pourquoi nous sommes en train de perdre la main sur nos biens? Pourquoi nos pères de l'indépendance ont lutté pour que nous soyons propriétaires de ce pays? Nous soyons tous héritiers de ce pays. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nation? Est-ce que nous sommes une nation? Ou bien nous sommes un pays comme ça en vrac? Est-ce que nous sommes un État? Donc il y a des débats que historiens, philosophes, sociologues, juristes, anthropologues doivent mener dans un colloque pour vraiment faire avancer la réflexion. Mais vous ne verrez rien. Pour parler comme Talon, c'est un désert de réflexion totale. Et ça contribue aussi à nous enfoncer. J'admire un pays qui a la même histoire que le Togo, mais qui a une concentration d'intellectuels, même si certains sont des intellectuels totalement alignés, c'est le Cameroun. Le débat est toujours là. Même si les gens soutiennent des conneries, il y a toujours un débat entre Camerounais, c'est poignant. Les gens ont vaincu la peur, ils parlent. Les universitaires camerounais, ils parlent, ils sont sur les plateaux, ils discutent. Ils écrivent beaucoup, ils se tiennent l'école. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un Camerounais que tout le monde apprécie sur les réseaux sociaux, c'est le professeur Franklin Nyamsi, qui très jeune, mais qui montre qu'il est un intellectuel de très haut niveau, qui fait des conférences sur la dignité africaine, sur la question de nos indépendances, sur les dictateurs. Vous voyez, ça, dans notre pays, il n'y en a pas. Tous nos universitaires, nos intellectuels, chacun veut préserver sa petite carrière. Je veux devenir ministre, donc je ne veux pas prendre la parole pour frustrer quelqu'un. Je veux que demain on m'appelle à la mangeoire. Je ne veux pas faire ci, pas faire ça. Donc chacun est dans son petit couloir. Même les thèses que eux-mêmes ils produisent, ils ne sont pas capables d'extraire la substance pour en produire un livre et valoriser leurs propres recherches. Les thèses sont mises dans les bibliothèques. Une fois qu'on a soutenu là, on met ça là-bas, c'est poussiéreux, on ne fait plus rien. Bon, on porte fièrement le nom d'auteur et tout, mais au fond, ça ne rapporte pas grand-chose à la société. Alors, le Togo, il faut faire quoi? Il faut à un moment donné faire le bilan. Faire le bilan de tout ce parcours-là pour les générations futures, parce que sur les 60 ans d'indépendance, nous sommes déjà dans la cinquantaine. Donc, nous, on a déjà fait la moitié du chemin. Je ne sais pas si vous voyez, mais les générations qui vont venir, il faut leur laisser un pays dans lequel les valeurs doivent être au centre de tous les débats, plutôt que bon, les raccourcis, le bien matériel et tout ce que vous savez, quoi. Donc, tant que ce pays n'a pas d'âme, on ne pourra pas avancer. Voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup, Ferdinand. Mas, quelque chose à ajouter? Non, parce que ça va être un rebondissement par rapport à la France. Parce que tu l'as dit tout à l'heure en posant ta question, qu'on a l'impression que c'est la France qui fête son indépendance au Togo. Moi, j'étais à Abidjan pendant la visite de Macron, et les Ivoiriens, c'est avec un peu d'humour, mais c'est quand même vrai, ils disaient, le vrai président est là. Et ça se sentait, parce que au niveau de Koumansi, Pobou et tout ça, jusqu'à l'aéroport, un peu vers le centre-ville, on voyait des militaires blancs. Français. Ça doit être
je suppose que ce n'est pas des Ivoiriens en tout cas qui étaient tout blancs et qui encadraient même la circulation en pleine ville à Abidjan. Et on a des raisons de se poser des questions. Mais en même temps, qu'est-ce que nos élites ou nos dirigeants ont fait de la part de liberté que la France leur a laissé? Ils n'en ont rien fait. Personne n'a voulu étouffer leurs frères. Ils ont étouffé les frères, ils se sont battus entre eux, ils ont étouffé les frères. Personne n'a voulu construire une université. Et Macron l'a appelé pour dire non, il laisse tomber l'université, il va construire un terrain de foot. Et donc ça veut dire que la responsabilité première, c'est d'abord à nous que ça. Les Africains. Et là, on est en train d'observer une sorte de délit sur les réseaux sociaux, et notamment concernant tout ce qui est panafricanisme, on crie tout ça. Et qu'est-ce qu'on constate chez les panafricanistes? Les panafricanistes, les pseudos. Ils quittent, c'est des panafricanistes. Ils quittent le giron où ils veulent se débarrasser du giron franco-occidental, ou aller chez les Russes, ou les Chinois. Oui, chez les Chinois, les Turcs, alors qu'avec les Français, avec les Allemands, on a une référence commune, on a les valeurs sur lesquelles on peut juger, on a des institutions communes devant lesquelles on peut les saisir en tas de dérives. Mais quand tu as un accord secret avec la Russie, tu vas saisir qui? C'est une grosse dictature, c'est l'une des pires du monde. Et je crois que c'est inquiétant pour le panafricanisme lui-même. Et les panafricains, ils ne renoncent pas à leurs passeports occidentaux, ils vont en Russie pour chercher de l'argent et venir investir. Si vous voulez faire du vrai panafricanisme, mettez sur pied des structures agricoles qui produisent de l'argent et utilisez l'argent pour vous battre. Vous ne pouvez pas vouloir juste... Si l'indépendance, c'est quitter le contrôle de quelqu'un, pour un autre, ça ne sert à rien. Soit on reste on quitte les deux et on est vraiment libre, soit on reste encore dans le giron franco-occidental dont on connaît un peu les codes, dont on connaît les référents et avec lesquels on est resté en partenariat depuis un siècle et qu'on maîtrise un tout petit peu. Et donc je pense que c'est malheureusement, c'est beaucoup plus ça que la responsabilité personnelle ou directe de la France en Afrique. On a vu il y a 2 semaines quand le chef d'État togolais a été reçu par Macron, on a vu l'agitation autour et on sentait un jeune enfant qui va voir son maître, il était content, on sentait une puérilité, une naïveté qui est à la fois offusquant et pathétique quoi. Au fait, quand tu regardes, ça te fait pitié parce que tu te dis, cet homme, 15 ans de pouvoir, à la suite de son père, à 60 ans, et puis regarde ce qu'il fait et tu te dis, t'as envie de changer de nationalité, t'as envie. Malheureusement, avoir déjà la nationalité, c'est compliqué. Avoir son acte de naissance, c'est compliqué. Il ne faut pas prendre le risque de le changer. Donc, je pense que la première responsabilité, c'est à nous, c'est à nos dirigeants, c'est à tout un chacun d'entre nous. C'est à nous autres aussi, journalistes et intellectuels, qui ne contribuons pas assez, peut-être asphyxiés, peut-être ne disposant pas des moyens, mais qui ne contribuons pas non plus assez à laisser des traces dans l'histoire du Togo. J'ai vu très peu de journalistes togolais qui ont écrit des livres, alors qu'on a été tous grands témoins des grandes mutations depuis 20 ans, 30 ans, on aurait pu faire un peu plus que ce qu'on a fait. Merci beaucoup Max. 61 ans d'indépendance, c'est également nos populations qui vivent dans des conditions lamentables, des conditions précaires et pas de repas, mais au moins un repas par jour, elles n'en trouvent pas. Nous allons parler de cela tout à l'heure, mais nous allons observer une pause. À tout à l'heure.